Voilà, bonjour à tous. Donc, il est temps donc de passer maintenant, après avoir étudié ce qui se passe au niveau d'une section droite, il est temps de voir un petit peu comment on peut faire une analyse d'une structure un peu plus complète, en prenant en compte donc l'étendue spatiale de la plasticité de la structure qui nous intéresse. Alors, bon, pour commencer, on va prendre un exemple simple, qui est celui d'une poutre isostatique sur deux appuis, avec une section rectangulaire, donc c'est-à-dire que son coefficient de forme est égal à 1,5. La structure elle est isostatique, donc son diagramme des moments il est connu. Il vaut simplement PL sur 4. Donc si on indique, je peux ajouter peut-être un multiplicateur de charge ici, lambda, puisque c'est ce qu'on va utiliser plus tard. La valeur du moment ici à mitre V, elle est égale à lambda F, donc P, la force, fois la longueur de la travée divisé par 4. Et le diagramme des moments, c'est un diagramme des moments en chevron, et au fur et à mesure qu'on va augmenter le lambda, on va simplement augmenter l'amplitude du diagramme des moments. D'accord, donc ça, c'est le diagramme des moments. Puisqu'on connaît le diagramme des moments, on peut connaître aussi le diagramme de la courbure. Mais pour quelle raison? On a tout simplement la loi de comportement maintenant en section, qui relie le moment à la courbure, avec la valeur du moment plastique ici. Et on a quelque chose qui fait comme ça, qui est linéaire jusque ME, et puis qui tourne progressivement comme ceci. Donc si on connaît la valeur du moment partout, on peut en calculer la valeur de la courbure. Exemple, si on reste dans le domaine élastique, par exemple la courbe en bleu qui est ici, vous voyez que le moment partout, il est inférieur au moment élastique. Pareil pour la courbe rouge, pareil pour la courbe jaune et pareil pour la mauve. Et bien dans ce cas-là, puisque le moment évolue linéairement avec l'abscisse curviligne, ici, S, on sait que dans cette zone-là, s'il fallait l'écrire, on aurait M est égal à lambda F demi, c'est-à-dire la réaction d'appui, multipliée par S, est égal à EI fois la courbure. Et donc c'est logique de trouver la courbure égale lambda F sur 2 sur EI. Et donc la courbure, inévitablement, elle évolue aussi linéairement. Une fois qu'on a la courbure, qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois qu'on a la courbure, on peut intégrer de nouveau deux fois pour calculer le déplacement transversal. La courbure, c'est la dérivée seconde du déplacement transversal, donc en l'intégrant deux fois, on obtient le déplacement. Vous voyez que la courbe en bleu et la courbe en rouge, jaune et mauve, correspondent aux formes de déplacement qu'on a l'habitude de connaître en déformé élastique linéaire de structure. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand on va au-delà du moment élastique? Donc quand on rentre en plasticité, progressivement, vous voyez qu'il y a une zone, je prends l'exemple par exemple de la condition bleu clair, donc le multiplicateur critique a augmenté. On a une zone dont l'étendue est cette étendue-là, où le moment est supérieur au moment élastique. Et donc si le moment est supérieur au moment élastique, ça veut dire que quand on veut calculer maintenant la courbure, on va devoir aller chercher des points qui se trouvent dans une zone qui est la zone élastoplastique. Alors puisque le moment il est linéaire en fonction de l'abscisse curviligne, en fait on se rend compte, c'est pas très compliqué, que le diagramme qu'on voit apparaître ici, en fait, rien d'autre que le diagramme des moments de la loi moment-courbure. Okay, au moins à la ruine. Okay, dans toutes les situations intermédiaires, c'est la même vue de ce diagramme des moments, sauf qu'elle a simplement été tronquée. Okay, et donc en fait, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'à la ruine, on peut prendre l'exemple de la courbe Bordeaux, ici, à la ruine, on atteint le moment plastique à mitre V, donc la section elle est complètement plastifiée. Sur l'entièreté de sa hauteur, on a de la plastification. Donc ça veut dire que si je regarde ce qui se passe dans cette section droite, je vais retrouver une distribution de contraintes qui est comme ceci. Et puis, il y a une certaine zone dans laquelle la plastification diminue progressivement jusqu'à l'atteinte de ce point-là, où la section n'est plus plastifiée du tout. Donc là, on a une distribution de contraintes qui est la distribution de contraintes bitriangulaire. Et entre les deux, on a une distribution de contraintes
où la plasticité s'est développée sur une certaine zone, mais pas sur l'entièreté de la section droite. Et si on va voir plus loin, ici, évidemment là-bas, on n'a quasiment rien comme contrainte, parce qu'on est près des appuis. Le moment est très petit, on a une distribution linéaire des contraintes, et elles sont très petites. Ok, alors à partir du moment où la courbure grandit, et à la limite même, au moment où le multiplicateur lambda est égal au multiplicateur ultime, c'est-à-dire au moment où on aura une section droite qui est complètement plastifiée, bien qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que la forme de la déformée, ben, elle va se retrouver avec une zone ici, où la courbure est vraiment très importante, où elle tend vers l'infini. Si localement on a une courbure qui tend vers l'infini, sur une distance qui est très courte, elle ne peut pas être égale. La courbure peut éventuellement être égale à l'infini, c'est pas un problème, mais ça ne peut être limité qu'en une seule section. Si on a deux sections infiniment voisines et très proches l'une de l'autre où la courbure atteint l'infini, c'est pas possible. On aura une déformation qui va tendre vers l'infini. Ok, déjà comme ceci, c'est un peu compliqué. Vous allez voir tout à l'heure avec les mathématiques. Alors, ici, on avait un certain jeu. On avait un certain jeu entre le moment élastique et le moment plastique. On sait bien que pour une section rectangulaire, le moment plastique, il est obtenu en multipliant le moment élastique par un coefficient 1,5. Alors si au lieu d'avoir pris une section rectangulaire, on avait pris une section en double T, la section en double T autour de son axe fort avec le coefficient de forme égal à 1,18, ok, exactement le même principe, on répète le même exercice. Qu'est-ce qu'on voit? Une grosse différence ici, c'est que si on a un facteur de forme qui vaut seulement 1,18, l'étendue de la plasticité, elle est d'autant plus réduite. Et vous voyez que la localisation de la zone sur laquelle la courbure est très importante, elle est encore plus réduite. Alors ici, j'ai dû arrêter le dessin de la déformée au moment de la ruine. Je pourrais essayer de la dessiner un peu plus précisément, mais voilà, on aurait eu quelque chose donc comme ceci, avec une déformation qui est élastique dans toute cette zone-là, et une déformation qui est plastique juste après. Donc ça veut dire que dans toute cette zone-ci, on a une cubique. Et puis alors entre les deux, on a une équation qui est beaucoup plus compliquée. Là aussi, donc à droite, on a une cubique. Et entre les deux, on a une équation mathématique, c'est un peu plus compliqué, je la mettrai peut-être dans les notes de cours, qui est obtenue simplement par l'intégrale de la loi de comportement. Donc il faudrait repartir de la loi de comportement qui est ici, qui nous a donné la valeur de la courbure. Connaissant la courbure, on peut l'intégrer deux fois, et on a une expression analytique pour ce qui se passe entre les deux limites, entre zone élastique et zone plastique. Ok, donc tout ceci nous amène vers la définition de l'idéalisation du comportement de la poutre, et la notion de rotule plastique. Alors, au lieu de prendre en compte la loi de comportement réelle de la poutre, okay, vous retrouvez ici la loi de comportement d'une section rectangulaire. Là, on a qui? Et là, on a le moment. Okay, donc, si vous tournez cette courbe de 90 degrés, on récupère ce que je viens d'expliquer juste avant. Mais au lieu de considérer la loi moment-courbure qui est la loi réelle, ce qu'on va être tenté de faire, c'est de la représenter, mais avec une loi idéalisée. Donc cette loi, si je voulais la représenter, bien j'aurais simplement une loi moment-courbure qui fait ça. Et cette loi moment-courbure, elle est simplement caractérisée par un paramètre, qui est le moment plastique. Et donc, le diagramme des moments, je ne le dessine plus. Je ne dessine plus ici que le diagramme de la courbure, hein, si vous l'avez compris, et la déformation, V. Mais qu'est-ce qu'on a? Si, sur cette zone-là, on suppose que quand le moment est plus petit que le moment plastique, la courbure est nulle. Donc ça correspond à
ça correspond à tous les points qui restent dans le domaine élastique, qui sont tous les points qui se trouvent ici. Pour tous ces points-là, la courbure est égale à 0 puisque le moment est inférieur au moment plastique. Et donc si la courbure est nulle, ben l'élément dont on est en train de parler, il est rectiligne. Et à côté de ça, on va avoir les éléments pour lesquels, en réalité, il n'y a plus qu'une seule section droite. Une seule section droite où la valeur du moment plastique la valeur du moment est égale au moment plastique. Et dans ce cas-là, la courbure est égale à l'infini. Ok, donc là, il doit se passer quelque chose. Il y a ce que j'appelle une discontinuité de pente. Ok, c'est quelque chose d'excessivement spécifique aux rotules plastiques. Je peux vous expliquer juste rapidement pourquoi il y a une discontinuité de pente. Si on essaie de calculer une variation de pente entre deux sections droites. Imaginons par exemple une poutre sur deux appuis comme ceci, avec une charge concentrée ici au milieu. Et puis je m'intéresse à la variation de pente entre cette section-là et cette section-là. D'accord? Donc j'ai deux abscisses, S1 et S2, et je voudrais connaître V' de S2 moins V' de S1. Bien, on peut calculer ça. En fait, on se rend compte que la variation de pente entre les deux, et si on calcule l'intégrale de la courbure depuis S1 jusqu'à S2, puisque la courbure, c'est la dérivée seconde de S. Si je le primitive une fois, ça me fait la dérivée première de S, à faire varier entre S1 et S2. Et ça nous donne exactement ce qui nous intéresse. Alors, ce que je vais faire ici, je vais calculer, et évidemment, ce que je ne dis pas, c'est que si S1 tend vers S2, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir que V' de S1 tend vers V' de S2 et la rotation relative est égale à 0. Okay, c'est ce qu'on connaît dans la déformation d'une poutre élastique. Okay, on va voir que c'est légèrement différent dans le cas de plasticité. D'accord? Donc, ce que je pourrais appeler delta phi, la variation de pente, qui est donnée par l'intégrale de la courbure, je vais calculer cette variation de pente juste entre les deux bornes de la rotule, ce que j'appelle la rotule plastique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'endroit de la rotule plastique, il est égal à l'infini. Okay, je ne peux pas l'écrire, je vais simplement écrire qu'il tend vers l'infini, c'est une limite. Et par contre, on va intégrer sur un domaine qui est un domaine qui tend vers 0. Et vous voyez qu'en fait, en faisant l'infini fois 0, on a une indétermination et on peut obtenir à peu près n'importe quoi. Okay, donc d'où l'importance de développer davantage cette expression. Et si on la développe, en fait, on va arriver exactement à ce que je viens de vous expliquer. On veut intégrer donc depuis l'abscisse S1 qui se trouve juste avant la rotule et l'abscisse S2 qui se trouve juste après la rotule, qui, la courbure, c'est rien d'autre que la dérivée de la pente, ds, et ceci, et ça va nous donner la pente à faire varier entre L' moins epsilon et L' plus epsilon. Avec toujours la limite, bien sûr. Et donc ça va nous donner phi en L' plus moins phi en L' moins. Et ça, c'est bel et bien la variation de pente. Et il n'y a rien qui garantit, dans notre cas, évidemment, que cette variation de pente est nulle. C'est le contraire, plutôt. Et la raison pour laquelle on peut avoir une variation de pente, bien, vous voyez simplement que c'est parce que la courbure tend vers l'infini. Si la courbure ne tendait pas vers l'infini, mais qu'elle était finie, bien, on n'a pas de variation de pente, parce qu'on multiplie par une zone qui tend vers 0. Donc si ceci était fini, un nombre fini fois 0, ça fait 0. Étant donné que la courbure tend vers l'infini, il est possible d'avoir donc, ou de mobiliser cette discontinuité de pente.
Voilà. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on dit que la loi de comportement, qui est la loi de comportement élastoplastique, on va la remplacer ou l'idéaliser par une loi de comportement qui est parfaitement plastique, ou on l'appelle aussi rigide parfaitement plastique. Rigide parfaitement plastique. Et alors, s'il fallait faire l'équivalence entre les explications que j'ai données la semaine dernière au niveau du comportement en section, où on avait 3 types de modèles, le modèle élastique, le modèle élastoplastique et le modèle rigide parfaitement plastique. Donc dans la loi élastoplastique, on a deux paramètres qui sont EI et le moment plastique. Et dans la loi parfaitement rigide, parfaitement plastique, on n'a plus qu'un paramètre qui est la valeur du moment plastique. Donc c'est beaucoup plus facile évidemment à traiter ou à gérer. Donc voilà, donc cette hypothèse, c'est l'hypothèse qu'on a formulée, c'est celle que la courbure de la zone élastique, elle est négligeable. Et elle s'est basée sur quoi? Elle s'est basée sur l'observation que la longueur de la zone élastoplastique, elle reste toujours assez limitée, surtout lorsque phi est petit. Donc comme dans ce cas-là, la zone où on a une déformation élastoplastique, elle est très petite. Là, on a des déformations plastiques, élastoplastique entre les deux et élastique avant. Ok, donc c'est ça qui a un petit peu motivé l'utilisation d'une rotule plastique. Et donc en fait, une rotule plastique, c'est quoi? Ben, c'est un petit peu comme une articulation en frottement. D'accord, vous connaissez la loi de Coulomb, quand on prend un patin frottant et qu'on le dépose sur un sol qui est rugueux, qui est caractérisé par un coefficient de frottement mu, et on sait bien que si l'effort qui est appliqué F est plus petit que mu fois l'effort ou le poids de l'objet, ben, il n'y a pas de mouvement, on appelle ça un stick. Et si par contre F est plus grand que mu fois t, ça glisse, et on appelle ça un slip, en anglais, stick, slip. Ça glisse, et l'intensité du mouvement, ben, elle n'est pas connue, on connaît simplement une accélération, et donc on peut calculer une vitesse sur base de cette accélération, mais on ne peut pas calculer d'amplitude, évidemment. Bien, une rotule plastique, c'est exactement la même chose. C'est comme une articulation en frottement. Donc c'est comme la loi de Coulomb. On écrit ça souvent sous la forme d'une loi de complémentarité, avec le petit symbole perpendiculaire ici, qui signifie que soit un des deux côtés de l'inégalité de ce symbole-là est égal à 0, soit l'autre. Donc soit on a une variation de pente, parce que la courbure peut tendre vers l'infini. Soit on a une delta phi, donc une rotation relative qui est égale à 0. C'est quand on se trouve sur la partie montante, ici, de la loi moment-courbure. Soit on autorise le moment à être égal au moment plastique en valeur absolue. C'est quand on se trouve sur cette zone-là. Okay, en fait, on a un petit peu mal à l'aise dans notre modélisation mathématique avec une fonction qui a cette forme-là, parce que ce n'est pas vraiment une fonction, ce n'est pas une application, dans le sens où pour une valeur de qui est donnée, comme qui égale 0, il existe plein de valeurs possibles pour la valeur de m. Ok, et ça, on n'est pas super bien équipé en mathématiques pour ça, dans le sens où on travaille souvent avec des fonctions, et ici, en fait, ce n'est pas une fonction. D'accord, donc tout ça est régi par la théorie de la complémentarité. Donc soit une équation est vérifiée, soit l'autre est vérifiée. C'est ce qu'on appelle en anglais un système non-smooth, ou bien non régulier en français. Ok, donc dans une rotule plastique, soit le moment est inférieur au moment plastique, m est inférieur à mp, et dans ce cas-là, la rotation relative est nulle, ça ne tourne pas. Ok, donc c'est exactement dans le cas du stick. Si la force appliquée est plus petite que la résistance au frottement, donc il n'y a rien qui bouge. Soit le moment plastique est constant, il est égal à plus ou moins le moment plastique. Ça tourne, et la raideur, dans ce cas-là, elle est égale à 0, parce qu'on est sur le plateau, donc il n'y a plus rien comme pente. Et dans le modèle, la déformabilité disparaît, donc le EI disparaît. Okay, dans le deuxième cas, si on veut faire l'équivalent avec le slip, on dit quoi? On dit simplement que la force, qui est la réaction ici, la réaction R, dans ce cas-là, R est égal à mu fois T. Et dans l'autre cas,
R est inconnu, mais il se trouve entre la limite de frottement, moins muté, et plus muté. Ok, j'insiste sur le fait que le symbole est un symbole strictement plus petit, et pas plus petit ou égal, ici. Ok, le même que celui que j'ai dessiné là-bas et là-bas, parce qu'en fait on n'a que deux possibilités, soit c'est strictement plus petit, soit c'est égal. Et jamais, 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 jamais on ne peut avoir une valeur de moment qui est plus grande que la valeur du moment plastique. On est bien d'accord? Donc toute cette zone-là, c'est une zone évidemment qui est inaccessible. Voilà, alors lorsque m est égal à m plastique, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait on est sur le plateau, et une rotule plastique c'est quoi? C'est une rotule, c'est comme une rotule où le moment est égal au moment plastique. Et c'est une rotule qui n'a pas de raideur, puisqu'on est sur le plateau. D'accord? Donc une rotule plastique, c'est exactement comme une rotule qu'on appelle une rotule mécanique. On a décidé de la noter, de la représenter, cette rotule plastique, avec le même dessin que celui d'une rotule, mais le rond il est rempli. Ok, il est représenté là-bas. Donc c'est exactement la même chose qu'une rotule mécanique, aux bornes de laquelle on aurait appliqué deux valeurs du moment plastique. Et donc la valeur du diagramme des moments, localement, si on regarde ce qu'il est, on sait bien qu'au niveau d'une rotule, on ne peut pas appliquer un moment plastique, mais par contre aux deux bornes de la rotule, on peut. Et donc la valeur du moment, eh bien, du diagramme des moments, ce serait quelque chose comme ceci. Le diagramme des moments, on le colorie souvent en rouge, et donc ça nous donnerait un diagramme des moments, comme ça, où on a une valeur de MP juste à gauche de la rotule, juste à droite de la rotule, parce que ce sont des moments qui sont des moments extériorisés, des moments extérieurs. MP et MP. Ok, et donc en fait en faisant ça, on représente bel et bien une rotule aux bornes de laquelle il y a un moment qui est le moment plastique imposé. Ok, alors donc j'en profite pour écrire proprement et clairement les lois d'écoulement plastique. On peut les écrire sous deux formes, et elles s'écrivent sous cette forme-là. Vous voyez, je vous rappelle de nouveau ici que les seules conditions qui sont les conditions possibles sont celles où on a une inégalité ou une égalité. Le contraire n'est pas possible. Donc si mj est égal à m plastique, donc si j'utilise l'indice J pour représenter le numéro d'une rotule, il va y avoir un certain nombre de rotules dans une structure. J'utilise J comme indice pour représenter le numéro d'une rotule. Si dans une rotule ou à l'endroit d'une rotule potentielle, mj est égal à m plastique, ça veut dire que la rotation est positive. On ne sait pas combien elle vaut, mais on sait juste qu'elle est positive. Si mj est compris entre moins m plastique et plus m plastique, c'est que la rotule n'a pas tourné, donc la rotation relative θ. Okay, c'est un nouveau symbole que j'utilise pour les simplifier un petit peu, mais c'est l'équivalent du delta phi dont on parlait tout à l'heure. La rotation relative donc, est nulle dans le cas intermédiaire, et si par contre le moment est égal à moins le moment plastique, alors on doit avoir une fermeture de la rotule ou une rotation relative négative. Ok, ces expressions-là, on peut les écrire, on aura besoin sous deux formes, on pourrait les écrire aussi sous l'autre forme. Si la rotation est positive, alors mj est égal à m plastique. Si la rotation relative est négative, alors mj est égal à moins m plastique. Et si la rotation est nulle, alors la valeur du moment, on ne sait pas très bien ce qu'il vaut, mais à coup sûr, on sait qu'il se trouve entre moins m plastique et plus m plastique. Alors, dans le cadre de structure, on va travailler beaucoup, dans ce cours-ci, on va travailler beaucoup avec des sections droites dont on va supposer qu'elles ont un comportement symétrique, comme par exemple celle-ci, ou bien le profil en double T. Et dans ce cas-là, on a MP+, qui est égal à MP-, mais dans d'autres cours, vous allez devoir travailler avec des sections en béton et des sections mixtes. Bien dans ce cas-là, il est possible que MP+ soit différent de MP-. Si c'est le cas, au lieu d'écrire ici moins MPL, vous pouvez même incorporer le moins dans la notation si vous voulez, mais vous mettez MP négatif et MP positif. D'accord? Donc tout ce que j'écris ici,
C'est une version un petit peu simplifiée par rapport à ce dont vous allez avoir besoin dans d'autres cours, mais sachez que les principes que j'expose, en tout cas, restent tout à fait généraux. Ok, donc à propos justement de ces principes généraux, on va faire l'hypothèse que le chargement il est proportionnel, et donc on a un chargement qui est modélisé à l'aide de ce qu'on va appeler le multiplicateur de charge lambda. On fait une mise en charge progressive jusqu'à la formation des rotules, les unes après les autres. Ok, ça on va le discuter un petit peu. Les rotules se forment toujours dans les sections où le moment atteint un maximum local, donc soit le point d'application d'une sollicitation, soit les extrémités des barres, soit en pleine barre. Alors ça, je crois que je l'ai détaillé un petit peu plus ici. C'est ce qu'on appelle les sections critiques. Et donc en fait, les sections critiques, elles vont apparaître où? Si on considère une structure comme ceci avec son diagramme des moments élastiques, on voit bien que en fait, les valeurs des moments, elles sont toujours les plus grandes. Aux extrémités des barres, ça c'est bien connu. Et puis éventuellement, entre les extrémités des barres, donc on doit appliquer le théorème de deux moments pour voir ce qui se passe entre les extrémités des barres. Et on sait bien que là où il y a des charges concentrées, quand on applique une charge concentrée sur une poutre sur deux appuis, on a une valeur maximale au droit de la charge. Et donc en appliquant le théorème des deux moments, donc si on superpose un diagramme de moments qui ressemble peut-être à ceci, parce qu'on a une charge concentrée là-bas, on peut avoir une charge aussi, un moment qui est maximum entravé. Donc il va être maximum soit aux extrémités des barres, soit au point d'application des charges concentrées, et c'est pareil pour les moments concentrés, soit quelque part le long d'un élément qui est soumis à une charge uniformément répartie. Quand on a une charge uniformément répartie, vous voyez que le moment il est maximum ici, c'est pas nécessairement à mi-travée, il se trouve quelque part en travers. Ok, et donc ça sera un petit peu plus compliqué, on verra dans les exercices comment on peut gérer le problème du fait que la position des sections critiques, c'est excessivement important dans l'analyse plastique. L'analyse limite plastique, c'est de pouvoir identifier les sections critiques, mais vous verrez qu'il faudra un petit peu optimiser pour la calculer, pour la trouver. Alors j'ai encore d'autres cas particuliers qui sont les cas particuliers où le moment résistant, le moment plastique dans une poutre n'est pas le même que dans une colonne. Parce que par exemple, on est en train d'assembler des sections en béton avec des taux d'armaturage différents ou même de formes simplement différentes. Une colonne généralement a plutôt tendance à avoir un rapport d'aspect plus ou moins carré, alors qu'une poutre est souvent plutôt rectangulaire. Ok, pareil pour les portiques métalliques, on va peut-être plutôt utiliser des HA, B, M pour les poteaux, et des I pour les poutres, des IPE pour les poutres. Sauf si on a besoin de beaucoup d'inertie pour les colonnes. D'accord, donc si les moments plastiques ne sont pas les mêmes dans les deux, au lieu de dire qu'il existe une section critique ici à l'extrémité où le moment plastique pourrait apparaître, on va toujours tout de suite regarder si le moment plastique il est inférieur dans la poutre. Alors on va supposer que la rotule plastique, on va la dessiner là-bas, et on va pas supposer, on va déduire, puisque le moment plastique de la poutre est plus petit que celui de la colonne, on va déduire que la rotule plastique doit nécessairement apparaître dans la poutre. Et on l'indique de cette manière-là. Si le moment plastique était plus petit dans la colonne que dans la poutre, on indiquerait la rotule, la position éventuelle d'une rotule plastique comme ceci. Là, je suis simplement en train de regarder toutes les sections critiques, c'est pas dit qu'il y aurait une rotule qui va apparaître à cet endroit-là. Et si le moment plastique est le même dans les deux, on met simplement la rotule plastique au niveau du nœud, parce que ça veut dire qu'une toute petite différence entre les moments plastiques fera en sorte qu'elle apparaît soit d'un côté, soit de l'autre, et c'est impossible de le déterminer au niveau de la modélisation mathématique. Voilà. Alors après, il y a encore un autre cas de figure qui est relativement important, c'est quand on a un nœud à 3 barres. Quand on a un nœud à 3 barres, on n'a pas nécessairement comme on a là-bas, donc pour autant que le moment appliqué au niveau du nœud D soit égal à 0, on voit que le moment dans la poutre est le même que le moment dans la colonne. D'accord ? Donc tout ce que je viens de vous dire reste d'application, bien sûr. Si on avait eu un moment extérieur appliqué au niveau du nœud D, là on ne sait pas si le moment est plus grand là ou si le moment est plus grand là-bas. Et donc dans ce cas-là, on doit considérer deux sections potentielles comme étant deux sections critiques possibles. Quand on a un nœud à 3 barres, le problème il est plus ou moins similaire. D'accord ? Si je mets la fibre de référence ici pour chacune des 3 barres, je vais avoir un moment à gauche, je vais avoir un moment à droite, et je vais avoir un moment ici. Donc là, même en l'absence d'un moment extérieur appliqué sur le nœud,
Bon, on n'a absolument aucun moyen de dire lequel des trois moments est le plus grand que les autres. On sait juste que la somme vectorielle de ces trois moments doit être égale à 0. Le nœud est en équilibre. D'accord? Donc quand on a un nœud à 3 barres, mais la seule chose qu'on puisse faire, c'est de dire qu'il y aura probablement une rotule qui va apparaître. Il est possible qu'une rotule apparaître, mais on ne peut pas dire où elle va apparaître. Et donc on doit considérer que là-bas, qu'il y a 3 sections, qui sont 3 sections critiques, dans lesquelles une rotule plastique pourrait apparaître. Alors donc je reviens un petit peu plus haut là où j'en étais. Je viens de discuter la notion de section critique. Ensuite, donc, dans les principes généraux, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que quand une rotule plastique apparaît, ça revient à réduire le degré d'hyperstaticité d'une unité. On le sait bien, c'est comme quand dans l'exemple du treillis hyperstatique, on avait une barre du treillis qui plastifiait, on réduisait d'une unité le degré d'hyperstaticité. Ici, c'est la même chose, puisqu'on a le droit de remplacer une rotule plastique par une rotule mécanique et un couple de moments au bord de la rotule. C'est exactement comme si à chaque fois qu'une rotule plastique apparaît, on introduisait une rotule mécanique dans la structure. D'accord, donc le degré d'hyperstaticité chute de 1. Ensuite, pour une structure qui est donc H fois hyperstatique, le mécanisme il est formé après l'apparition de la H plus unième rotule. Au moins. Bon, ceci est à discuter. Vous allez voir qu'on a des exceptions à la règle. Et donc le multiplicateur ultime, c'est comme ça qu'on l'appelle, ou bien le multiplicateur limite, c'est le multiplicateur qui correspond à la formation de ce mécanisme qui va nous amener à la ruine. Alors j'ai pris quelques petits exemples pour illustrer tout ça. Le premier, c'est celui d'une poutre encastrée appuyée qui est soumise à une charge d'intensité lambda f à mi-longueur. Alors, on peut aller voir dans les tables, cette poutre, elle est hyperstatique une fois, h est égal à 1, donc on s'attend à ce que deux rotules soient nécessaires pour arriver à sa ruine. Donc l'analyse élastique de cette structure-là ne doit plus poser aucun problème, puisque c'est justement celle qui est répertoriée dans les tables de la méthode des déplacements. Et donc si vous allez voir dans les tables de la méthode des déplacements, vous allez retrouver cette valeur-là, qui est la valeur du moment d'encastrement dans une poutre encastrée appuyée, avec une charge lambda f en travers. Je crois que c'est une valeur d'ailleurs qu'on a déjà utilisée ensemble. Une fois que cette valeur est connue, on peut calculer le 5FL sur 32 à l'aide du théorème des deux moments. Okay, donc si je l'illustre très rapidement, je ne vais plus rentrer à chaque fois dans les détails, mais pour calculer le 5 lambda FL sur 32, j'ai simplement fait 3 lambda FL sur 16, et je le divise par 2 parce que je veux la valeur du moment à mi-travers ici. Et puis qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui ajouter un PL, donc lambda F fois L sur 4. 4 c'est 5 32e. 4 c'est 8 32e. 8 moins 3. Il nous reste 5 32e. Ok, donc l'analyse de la structure une fois hyperstatique ici, c'est quelque chose qui doit maintenant être fait de manière assez rapide et assez simple. Alors, quand est-ce que la première rotule plastique va apparaître? Bien, quand le plus grand de ces deux moments-là va atteindre le moment plastique. Donc, si on augmente progressivement le multiplicateur de ruine, le multiplicateur de charge lambda f, vous voyez qu'on va passer d'une distribution de moments qui est au début une distribution de moments comme celle-ci, et on va progressivement l'amplifier jusqu'à ce qu'on atteigne la ruine. Et la ruine, on va l'atteindre où d'abord? On va l'atteindre ici d'abord. Et donc la ruine, elle sera atteinte quand ceci est égal au moment plastique. Ça veut dire quand lambda f est égal à 16 MP sur 3L. D'accord? Donc pour toutes les valeurs de lambda f qui sont comprises dans cet intervalle-là, on se trouve dans un domaine qui est le domaine élastique. Okay, celui-là, il est bien connu. Lorsque la valeur du multiplicateur de charge lambda f atteint la valeur de 16 MPL sur 3L, mais que se passe-t-il? On va remplacer la rotule qui est ici, qui est une rotule plastique qui va se former là-bas, on va la remplacer par une rotule mécanique et un moment appliqué au niveau de cette rotule. Donc c'est exactement comme si on était en train d'étudier ici une poutre sur deux appuis, puisque l'encastrement a disparu, et qu'au niveau de l'appui, j'appliquais un moment dont l'intensité est égale à MPL. Bien sûr, en plus de ce moment-là, il persiste une charge qui vaut lambda f.
Et le diagramme des moments sous l'effet des deux, et c'est quoi? C'est le diagramme des moments dû à la charge extérieure, qui est représenté ici par le diagramme des moments dont l'évolution est linéaire, plus le diagramme des moments en chevron. Ok, donc c'est exactement ici comme si j'appliquais le théorème des deux moments. Le diagramme des moments en chevron qui correspond au lambda f. Et donc ici, je vais avoir en plus de moins mpl sur 2, je vais avoir lambda f, L, sur 4. Et ça, c'est la valeur du moment qui se trouve à cet endroit-là. Alors, on va donc pouvoir continuer d'augmenter la valeur de lambda f. Mais vous voyez que puisque la poutre qu'on est en train de regarder est une poutre simple, donc une poutre sur 2 appuis, la valeur du moment à l'extrémité, elle va rester égale et bloquée à moins mpl. Et c'est simplement la valeur du moment entravé qui va progressivement augmenter. Et au fur et à mesure que le lambda L augmente, cette valeur du moment entravé va augmenter. Et jusque quand? Jusqu'à ce que la valeur du moment entravé soit égale à plus mpl. Et donc vous voyez que si vous faites passer le moins mpl sur 2 à droite, vous en avez 3,5. Et en résolvant par rapport à lambda f, vous allez trouver 6 mp sur L. Et donc pour toutes les valeurs de lambda f qui sont plus grandes que le 16 tiers de mp sur L et qui restent inférieures à mp sur L, on va se trouver dans une configuration qui est une configuration élastoplastique. Pourquoi? Parce qu'une partie de la structure à plastifier, c'est la rotule au niveau de l'appui de gauche, et une autre partie de la structure, c'est-à-dire tout le reste, en fait, est toujours en condition élastique. Et à l'atteinte maintenant du multiplicateur lambda U ultime, quand il est exactement égal à 6 mp sur L, la structure a développé deux rotules, 1 et 2, et elle a atteint donc son mécanisme, sa charge de ruine. Alors, quel est le bénéfice de l'analyse plastique dans ce cas-là? Si on avait dû faire un calcul élastique et s'arrêter à partir du moment où le moment plastique était atteint dans une des sections droites, on se serait arrêté à un chargement qui est égal à 16 m plastique sur 3L. En fait, si on a autorisé une redistribution entre sections, on est monté à 6 mp sur L. D'accord? Donc en fait, on est parti d'une valeur qui vaut environ 5,33. Alors, le second exemple. C'est un peu le même, je peux le passer assez rapidement, c'est celui d'une poutre bi-encastrée soumise à une charge uniformément répartie. Cette poutre, elle est bi-encastrée, donc le degré d'hyperstaticité, il est égal à 2, et donc on s'attend à avoir 3 rotules pour atteindre la ruine. Le diagramme des moments, vous le connaissez, moins lambda PL carré sur 12 ici, qui nous amène un lambda PL carré sur 24 là-bas, par application du théorème des deux moments, de nouveau. Donc là-bas, si je descends de lambda PL carré sur 8, ça nous fait 1 huitième moins 1 douzième, ça fait 1 24e. Ok, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut connaître. Donc ce diagramme des moments, on le voit, il est représenté ici. Il va augmenter, 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 jusqu'à ce qu'on atteigne la ruine. Pas la ruine, pardon, jusqu'à ce qu'on atteigne une valeur d'un moment plastique quelque part. Et la première valeur du moment plastique, elle sera atteinte exactement aux appuis. Et vous voyez qu'en fait, les deux rotules qui apparaissent en même temps. Deux rotules en même temps. Donc évidemment, c'est possible, hein, il n'y a pas d'interdiction. Si le diagramme des moments, quand on l'amplifie, il est tel qu'en même temps, en deux endroits, on atteint les rotules, en fait, elles vont plastifier exactement en même temps. Ça nous amènera à une discussion, ou ça peut nous amener tout de suite à une discussion, qui est celle des structures pour lesquelles la résistance a été imaginée en fonction du diagramme des moments, ce qu'on appelle les structures d'égale résistance. En fait, le problème de ces structures-là, c'est qu'une fois que la plasticité apparaît, elle va apparaître partout en même temps, et le bénéfice de la plasticité devient plus petit, beaucoup plus petit. Et ce sont des structures qu'on peut quasiment dimensionner en fait, à l'aide d'un calcul élastique. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à faire un dimensionnement plastique.
Donc quand est-ce qu'on va atteindre la première rotule plastique? C'est quand le lambda PL carré sur 12 sera égal à moins MPL. Dans ce cas-là, la valeur du multiplicateur est égale à 12 MPL sur L carré. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? À partir de ce moment-là, on peut modéliser de nouveau la poutre comme étant, la poutre, oui, comme étant une poutre sur deux appuis, avec un moment qui vaut MPL appliqué à gauche, un moment qui vaut MPL appliqué à droite, et en plus de ça, la sollicitation qu'on va continuer d'incrémenter avec le multiplicateur de charge lambda P. Lambda fois P, comme ceci. Et donc le diagramme des moments, qui était le diagramme des moments ici, initial au-dessus, va continuer d'augmenter jusqu'à l'atteinte d'une nouvelle rotule là-bas. On peut calculer avec le même style de calcul que j'ai fait juste avant, je vous laisse vérifier. On peut calculer que ça apparaît pour une valeur du multiplicateur égale à 16 M plastique. Et au moment donné où le multiplicateur est égal à ce multiplicateur de ruine, on atteint la formation d'un mécanisme complet avec 3 rotules. Le bénéfice de la plasticité, dans ce cas-là, il est conséquent, puisque on passe de 12 à 16, soit plus 33%. Alors le troisième exemple que je voulais vous montrer, c'est celui d'une poutre bi-encastrée, de nouveau avec H égale 2, donc 3 rotules pour l'atteinte d'un mécanisme, 3 rotules. Comment est-ce que ça fonctionne? Le diagramme des moments élastiques, il est représenté par le diagramme ici central comme tout à l'heure. Et vous voyez que là, c'est un peu spécifique. Justement, on a une structure d'égale résistance parce que les valeurs extrémales ou les valeurs maximales du moment en flexion positive et négative sont les mêmes. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va augmenter le diagramme des moments, qu'on va l'amplifier par le multiplicateur, eh bien, on va atteindre la ruine de l'atteinte de 3 rotules plastiques en même temps. 3 rotules en même temps. Et donc le bénéfice de la redistribution entre sections, dans ce cas-là, il est nul. D'accord? Donc je vais écrire ici simplement pas de redistribution entre sections. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça une redistribution entre sections? En fait, c'est parce que si vous imaginiez par exemple le diagramme des moments, qui est le diagramme des moments dans, je vais prendre cet exemple, l'exemple de cette poutre-là. Le diagramme des moments dans la poutre bi-encastrée, qui est soumise à une charge uniformément répartie. Hop là. Soumise à une charge uniformément répartie, comme ceci. Bien, on a un diagramme des moments qui vaut PL carré sur 12 là-bas, et qui vaut PL carré sur 24 ici. Ça, c'est en élastique. Et puis ce diagramme des moments, il va augmenter, c'est ce qui est représenté ici, là-bas. En fait, je pourrais peut-être simplement faire comme ça. Copier. Voilà, ce diagramme des moments, il va augmenter. Mais vous voyez qu'on n'atteint pas encore la ruine, on n'atteint pas la ruine ici. Mais si, en imaginant qu'on ait l'autorisation de passer au-delà du moment plastique, je suis bien d'accord qu'on n'a pas le droit de le faire, mais si on avait la possibilité de le faire, bien en continuant d'augmenter, on arriverait à former un diagramme des moments, qui est un diagramme des moments, voilà, qui va ressembler à ceci. Et en fait, à la ruine, donc ce diagramme des moments-là, c'est le diagramme des moments qui est obtenu en utilisant le même multiplicateur que le multiplicateur ultime, pas celui qui correspond à l'apparition de la première rotule, qu'on écrit souvent lambda 1, ou dans ce cas-ci, c'était 2 rotules qui apparaissent en même temps, mais le multiplicateur qui correspond à l'apparition de la première rotule. Et donc, en fait, on voit évidemment que ce diagramme des moments-là n'est pas un diagramme des moments qui est un diagramme des moments acceptable. Le vrai diagramme des moments qu'on a eu à la ruine, c'est quoi? C'est un diagramme des moments qui est comme ceci, qui passe par là, et puis qui fait ça. Ça, c'est le vrai diagramme des moments. Et donc, si on fait la différence entre les deux, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, c'est comme si tous les moments qui étaient les moments appliqués... Oups, non, pardon, je crois que je l'ai
je l'ai mal représenté. Enfin, peu importe pour le détail. C'est un peu comme si tous les moments que j'ai représentés et qui, bon, au minimum, se trouvent ici au-dessus et qui sont non admissibles, c'est un peu comme si on les avait pris et qu'on les avait redistribués à l'intérieur de la poutre, à d'autres sections de la poutre, et c'est comme si on les avait mis à d'autres endroits de la poutre. Ok, je pense qu'une une représentation graphique idéale devrait permettre de mettre ça un petit peu mieux en lumière. Ok, mais je présume que le comportement était... les idées générales étaient bien comprises. D'accord, donc ça c'est le concept de redistribution entre sections. Et donc au total, qu'est-ce qu'on a? On a deux phénomènes qui apparaissent et qui se multiplient, dont les bénéfices se multiplient. C'est le bénéfice en section, qui est représenté par le facteur de forme, dont on a déjà parlé. Et le deuxième, c'est celui du bénéfice entre sections, qui est représenté par le multiplicateur lambda U sur lambda E, où lambda E correspond à l'apparition de la première rotule plastique, ce que j'appelais lambda 1 tout à l'heure. On l'écrit parfois aussi lambda E, lambda Y, égale lambda 1. Ok, donc pour tous les cas examinés, si on suppose un profilé de type IPE pour lequel phi, le facteur de forme est égal à 1.15, pour le dernier exemple d'abord, c'est le plus simple. Le bénéfice de la plasticité n'est que de 15%. Pour le deuxième, vous vous souvenez, on avait un rapport de 16 sur 12, donc ça nous fait quand même 53% de gagné et 30% pour le premier exemple. D'accord, donc si tout ceci se traduisait par une augmentation du coût de la structure ou de la réalisation de la structure, on voit que c'est conséquent et que ce serait dommage de s'en priver. Voilà, alors le bénéfice de la plasticité, il est très variable. Il est faible pour les structures conçues comme étant d'égale résistance, on l'a vu. Par contre, dans le cas de portiques en profilé, par exemple pour les portiques en profilé reconstitués soudés, pour lesquels on essaye justement d'optimiser la structure à fond et d'avoir une égale résistance partout. Donc dans ce cas-là, c'est ce que je disais, en fait ces structures-là, ça ne sert à rien de vouloir appliquer l'analyse plastique. On peut quasiment faire un dimensionnement élastique. Okay, donc on ne peut pas compter sur une réserve de résistance très importante dans le domaine de la plasticité. Et donc elles sont souvent plutôt gouvernées par des problèmes de stabilité. Le principe de superposition n'est globalement pas applicable. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, au fur et à mesure de notre calcul, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on analysait une structure avec des encastrements pour commencer, et puis à partir du moment où la charge a atteint une certaine valeur, on l'a transformée, et ce n'était plus des encastrements, c'était simplement des appuis. Et donc, ça veut dire que, puisqu'on n'étudie plus la même structure, il est hors de question, évidemment, de pouvoir appliquer le principe de superposition. Le principe de superposition, c'est la même structure. Si on applique une charge A à une charge B, toute la réponse sous l'effet de la charge A s'additionne avec la réponse sous l'effet de la charge B. Mais ça doit être pour la même structure. À partir du moment où ici, on n'a plus la même structure, ça ne va plus. D'accord? Donc, on a toujours ces principes de proportionnalité, mais qui sont valables morceau par morceau, donc régime par régime, ou entre deux apparitions de rotules successives. Mais globalement, du début à la fin, ça ne va plus. Par conséquent, il est nécessaire de considérer séparément toutes les situations de risque. Donc, tous les cas de charge à regarder, on n'a plus le droit de les combiner comme on les combinait avant, pour autant qu'on rentre dans un comportement relativement important avec un développement important de la plasticité. D'accord? Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'identifier au préalable les cas de charge qui sont les plus défavorables. Et ça, c'est une règle générale de toute façon dans le métier de l'ingénieur, c'est d'essayer de s'économiser, de ne pas regarder tous les cas de charge si ce n'est pas nécessaire. D'accord, donc ça, c'est pas l'idéal, c'est un inconvénient de l'analyse limite plastique. Par contre, vous allez voir que l'analyse limite plastique, elle est excessivement simple. Alors pourquoi est-ce qu'elle est excessivement simple? Parce qu'en réalité, beaucoup plus simple que ce que je viens de vous expliquer ici, en réalité, il n'est pas nécessaire de reproduire l'historique complet. Donc là, on vient de reproduire l'historique complet pour calculer le multiplicateur de charge limite. Mais en fait, on n'a pas vraiment besoin de le faire. On n'a pas vraiment besoin de le faire. Et regardez, je peux vous le montrer. Je reprends le premier exemple, parce qu'il était vraiment simple. Je vous laisserai regarder les exemples suivants si vous voulez les faire vous-même. C'est exactement la même chose. Regardez, la seule chose que j'ai dit au début, c'est la structure est une fois hyperstatique, donc il me faut 2 rotules. Si je sais que la structure est une fois hyperstatique, qu'il me faut 2 rotules. Si en plus j'ai identifié les positions des sections critiques où pourraient bien se former les rotules, certainement pas là, c'est un appui. Donc les 2 sections où peuvent se former une rotule, c'est là et là. À partir du moment où on sait où les 2 rotules se forment, on connaît la valeur du moment plastique ici,
on connaît la valeur du moment plastique là-bas. Puisqu'on dit que ce sont des rotules, on connaît la valeur du moment. Et à quoi d'autre pourrait ressembler le diagramme des moments que précisément le diagramme des moments qu'on obtient comme ceci, en reliant ces points par des traits. À rien d'autre, évidemment. D'accord? Donc la solution, en fait, elle était déjà là, elle était sous nos yeux. Et tout ce que je vous ai expliqué progressivement, c'est bien vous faire comprendre comment les choses se passent dans la réalité. Mais dans le principe de l'analyse limite plastique, on va se tracasser uniquement et exclusivement à cette distribution de moments, qui est la distribution de moments dans le cas limite, et c'est la seule qui va nous intéresser. Ok, et donc ça, en fait, on va pouvoir les calculer très rapidement. Je vous laisse faire l'exercice pour les autres, mais vous avez remarqué 3 rotules, donc moins, moins et plus, entre les deux, des morceaux de parabole, et pareil dans ce cas-là. Ok, alors 2-3 petites informations complémentaires pour être sûr que tout soit bien en place pour pouvoir aborder les théorèmes qui règlent l'analyse limite plastique. Première remarque importante, c'est celle qui est relative au nombre de formules de rotules à former pour l'atteinte d'un mécanisme. La règle de base, c'est celle qu'on a utilisée dans tous les exercices, les exemples qu'on a regardés ensemble. Si la structure est hyperstatique H fois, il nous faut H plus une rotule plastique. Ce serait trop facile, évidemment, s'il n'y avait pas des exceptions. On a une première exception qu'on appelle la ruine partielle, et une deuxième qui est la ruine plus que complète. Une ruine partielle, c'est quoi? C'est une ruine qui est atteinte lorsque moins de rotules que ce qu'il en faut n'apparaissent pour former le mécanisme de ruine. Exemple, dans cette structure-là, on voit qu'on a un mécanisme partiel qu'on va appeler en panneau, une ruine en panneau, et qui apparaît avec seulement 4 rotules, alors qu'en fait la structure elle est 5 fois hyperstatique. Encastrement, appui rotulé. Donc elle est 5 fois hyperstatique, donc on s'attendrait à avoir 6 rotules, mais en réalité 4 suffisent. Et pour quelle raison? Vous voyez qu'en fait, dans cette zone, on a une partie de la structure qui reste hyperstatique, alors que là, on a une structure qui est un mécanisme. Et donc c'est comme si on avait un H qui est strictement positif ici, et un H qui est plus petit que moins 1 là-bas. Donc on a un H strictement positif, vous voyez ici, dans cette zone-là, sur une partie de la structure, et un H plus petit que moins 1 sur une autre partie de la structure. Donc globalement, on a l'impression qu'on n'a pas encore atteint suffisamment de rotules que pour pouvoir amener à la ruine, mais en fait, c'est pas le cas. C'est ce qu'on appelle une ruine partielle. L'autre possibilité, c'est quoi? C'est une ruine plus que complète. Une ruine plus que complète, c'est ce qui se passe quand plusieurs rotules, en même temps que la dernière, se forment. Exemple, ici, on a une structure qui est hyperstatique une fois, on s'attendrait seulement à avoir 2 rotules, mais 3 rotules apparaissent. Pourquoi? Parce qu'après l'apparition de la première rotule, les 2 rotules apparaissent en même temps, puisque la structure, elle est symétrique. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une ruine plus que complète. Voilà. Alors, où apparaissent les rotules plastiques? On l'a déjà discuté. Et je crois que ceci voilà, clôture ce que je voulais vous expliquer pour pouvoir poser correctement les bonnes bases de l'analyse limite plastique. Voilà. Allez, je propose de faire une pause et tout ça suivra dans une vidéo un petit peu